dans les journaux. Alors, dites-nous réellement, vous avez déjà prédit cela. Vous avez dit que M. Alassane Dramane Ouattara, ne voulait donc la tête donc de 3 ministres, dont M. Aoussou. Hein. Alors, dites-nous réellement pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara voulait la tête de M. Aoussou. Alors, là-dessus, je vais être assez clair. Il y a pratiquement 2 semaines ou 3 semaines, nous avions déjà annoncé que M. Ouattara ne voulait plus de 3 ministres. Sur les 3 que nous avons cités, il y a seulement un qui est resté à son poste pour des raisons effectivement géopolitiques, c'est le ministre à la Kouadioromi. Mais Dagobert Banzio que nous avons cité est parti, et puis le premier ministre Aoussou Diano aussi est parti. Mais il faut dire que M. Ouattara n'a jamais voulu de M. Aoussou Diano comme premier ministre. Son cheval a été toujours d'un camp qu'il connaît très bien, qui a été ministre quand il était encore le premier ministre de Côte d'Ivoire. Et donc, dès le début, les 2 hommes ne s'entendaient pas. Parce que, c'est vrai, M. Aoussou a été son directeur de cabinet au 2e tour de l'élection présidentielle. M. Aoussou lui-même l'a dit avant-hier, il appartient à une communauté qui est celle des Baoulés, qui a massivement voté à l'appel de M. Bédier pour M. Alassane Ouattara. Et donc, c'est cet aspect qui, j'allais dire, a pesé dans le choix du Premier ministre lorsque M. Ouattara a voulu tenir sa promesse de donner ce poste au PDCI. Mais l'homme n'avait jamais voulu d'Aoussou Diano comme Premier ministre. Mais il fallait d'abord sauver les apparences. Et puis, au bout de 8 mois de collaboration, c'était devenu maintenant intenable entre les deux. Ça n'allait pas du tout. Et donc, nous savions que M. Ouattara avait pris la résolution de ne plus reconduire M. Aoussou, mais il cherchait l'occasion de le virer entre guillemets de son poste. Et donc, c'est ce que nous avons annoncé et ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, les résultats sont là. Donc, la raison, hein, est-ce que selon vous, la raison tenait la route, hein? La raison de quoi? De la dissolution du gouvernement ou bien du départ de M. Aoussou Diano? Non, de la dissolution du gouvernement. Non, ça c'était juste un prétexte. Moi, je peux même vous dire comment ça s'est passé. Après le vote en commission, c'est Madame Matoloma Cissé, c'était juste un ministre délégué à la justice qui présentait ce projet de loi avec l'ex-ministre de la famille, Madame Ramon Kofi Goudou. Et lorsque les gens du PDCI ont voulu faire un amendement qui d'ailleurs n'est pas passé, que la loi a été votée avec une courte majorité de seulement une voix de différence, c'est Madame Matoloma Cissé et le secrétaire général du palais intérim du RDM, M. Amadou Soumaoro, qui ont couru pour aller au domicile du président de la République pour aller lui faire le point de ce qui s'était passé pendant le vote en commission, en disant que Didier Madi a raconté plein de choses, qu'il a insulté le président, ainsi de suite. Et puis le président de la République a dit ah bon, d'accord, donc on va voir qui est le chef. C'est comme ça qu'il a dissous le gouvernement, sans autre forme de procès. Wow. Et voilà, c'était la vraie, voilà comment les choses sont passées. Le lendemain, quand ils sont arrivés en conseil des ministres, comme d'habitude, le premier ministre Aoussou est monté pour le saluer, pour qu'il change avant qu'ils ne descendent ensemble. Et c'est là qu'il a dit au premier ministre, écoutez, je vais dissoudre le gouvernement. Ça a duré 1 minute. Il a dit au premier ministre, je vais dissoudre le gouvernement. Et puis bon, ils sont allés en séance. Et quand il est arrivé, il a annoncé la dissolution du gouvernement. Personne n'était informé. La décision a été prise, j'allais dire, sur un coup de tête. Voilà. Wow, un coup de tête. Voilà de l'incompétence de M. Aoussou, alors que voilà quelqu'un qui était un brillant avocat. On nous dit aujourd'hui qu'il était incompétent. Alors, selon vous, comment la gestion de M. Aoussou pendant 8 mois, sans moyens, comment vous jugez cela? Écoutez, je vais vous donner deux choses, 2 seuls exemples qui vont me permettre de savoir si Aoussou pouvait réussir quoi que ce soit dans ce gouvernement. D'abord, il faut reconnaître, faut te dire que nous sommes dans un régime présidentiel, voire même présidentialiste, où tout le pouvoir est concentré dans la main du président de la République. Le Premier ministre n'est qu'un coordonnateur de l'action gouvernementale. Et donc, il ne gère rien en réalité. Mais quand vous ajoutez à ça le fait que, dans le contexte actuel, on a tout fait pour que le Premier ministre Aoussou ne réussisse pas, vous allez comprendre. Je vais vous donner 2 exemples. Le Premier ministre Aoussou a passé 8 mois à la primature. Il n'a jamais eu droit à la voiture de fonction du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Première chose. Wow. Deuxième chose, oui, parce que M. Soro Diom est parti à la voiture du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Personne n'a pu avoir la force de lui demander de ramener la voiture. M. Aoussou a passé 8 mois à rouler dans une voiture qui appartient à un directeur de cabinet. Première chose. Deuxième chose, comme M. Soro était le Premier ministre, il avait droit
a un budget de fonctionnement de 500 millions par mois. M. Aoussou n'avait droit qu'à 100 millions. Ces deux exemples suffisent pour vous faire comprendre dans quel environnement il a évolué et pourquoi il ne peut pas réussir. Voilà. Wow. Ces collaborateurs qui nommaient, ils devaient d'abord recueillir la vie du palais présidentiel. Vous savez qu'il a nommé un journaliste comme André Sylvain Conan comme son porte-parole. C'est ça. Ça n'a jamais été entériné par la présidente de la République. Voilà. Où Sylvain Conan a passé 8 mois à la primature sans voiture. Il allait au travail en taxi. Porte-parole de la primature. Parce que l'ancien porte-parole est parti avec la voiture du porte-parole de la primature. Alors, quand vous avez ces exemples, vous comprenez tout ce que M. Aoussou, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait rien faire du tout. Il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucune espèce d'autorité pour gérer quoi que ce soit en tant que Premier ministre. Et donc, quand on ne peut pas s'étonner de ce que on dit qu'il n'est pas compétent. Quelle compétence vous voulez avoir quand un individu n'a que 100 millions pour gérer son cabinet, payer tout le travail de la primature et s'occuper de la Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Wow. Ouais. Nous avons fait une petite enquête et puis nous allons permettre certainement de commenter un peu cela. Alors, nous savons que pour nous, M. Soro Guillaume aujourd'hui détient pratiquement tous les pouvoirs. D'abord, le pouvoir législatif, j'allais dire, est dans la main de M. Soro Guillaume. Le pouvoir judiciaire est dans la main de Soro Guillaume dans la mesure où M. Koné Mamadou, qui est donc le président de la Cour suprême, était donc l'ancien secrétaire général de la rébellion. Et ensuite, Koné Nyonema aussi, qui est donc un proche de M. Soro Guillaume aussi dans la rébellion, et aussi le garde des Sceaux. Donc, c'est-à-dire qu'il détient maintenant le pouvoir judiciaire. Alors, vous pouvez le pouvoir exécutif, c'est M. Ouattara, avec un gouvernement aussi pour M. Soro. On peut dire M. Soro contrôle aussi l'exécutif. Au niveau, donc, voilà les trois pouvoirs. Et les deux autres pouvoirs que nous avons certainement liés, c'est au niveau, donc, la communication qui détient, que Mme Afossi Bamba, qui est donc porte-parole donc de la rébellion, qui est donc à la communication. Au niveau donc de l'armée, pour mettre sûr que tout se passera très bien dans le pays, c'est M. Soumaïla Bakayeko, qui est donc l'ancien chef d'état-major donc de la rébellion, et M. Paul Kofi qui était donc le bras droit donc de M. Soro Guillaume. Donc apparemment, tous les pouvoirs sont de la main de M. Soro Guillaume aujourd'hui. Ah ben, vous l'avez dit, il n'y a même pas de débat dessus. Ce sont des faits, ce ne sont même pas des commentaires. Ce sont des faits que vous évoquez là. Et donc, quand on prend tout ça, on met dans la balance, on se dit qu'aujourd'hui, le vrai patron de la Côte d'Ivoire, c'est M. Soro Guillaume. Donc, il n'y a pas de commentaires qu'on peut faire dessus. Là, de vous poser quelques questions. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Comme je le dis à mes auditeurs, vous voulez avoir exactement l'information. Écoutez, M. Assalé Timoko, lisez toujours le journal L'éléphant déchaîné. L'éléphant qui se déchaîne tout le temps, pratiquement, qui est donc un grand admirateur de M. Alassane Dramane Ouattara, j'allais dire du RHDP. Alors, M. Ngueta est aussi grand admirateur aussi de M. Assalé Timoko Antoine. Alors, M. Ngueta, allez-y pour certainement votre question pour M. Assalé Timoko Antoine. Oui, bonsoir Jacques Roger, bonsoir à M. Timoko Assalé Antoine. Je voulais surtout vous dire vraiment merci pour le travail que vous faites. Je pense que à travers ce que vous faites à l'éléphant d'Afrique, on peut encore dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une certaine jeunesse qui a de la vision et que bon, on peut qui peut inspirer encore des gens qui pensent que il faut pouvoir, converger nos forces pour pouvoir apporter un certain nombre de changements. Parce que, vous le savez, vous avez été jeté en prison, permettez-moi le terme, pendant, je crois, 12 mois, sous le régime de M. Laurent Gbagbo. Mais cela ne vous a pas fébrilisé et je pense que vous êtes sorti de là regaillardi et donc aujourd'hui vous faites vraiment un travail qui est reconnu jusqu'au même aux États-Unis ici. Et donc vraiment je voulais vous féliciter pour cela. Pour revenir au cas de M. Aoussou, Jacques et moi on avait déjà échangé en ce qui concerne M. Aoussou sur Facebook. Et ce qui m'étonne, surtout au regard des faits que vous avez présenté tout à l'heure, un monsieur qui a évolué dans un environnement aussi difficile, dans un contexte vraiment aussi hostile, qu'est-ce qui empêchait monsieur Aoussou de démissionner? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas réussir alors que au finish, il allait être comptable des actions du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas démissionné et qu'il est resté dans cet environnement aussi hostile pendant 8 mois, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bon, on le vire du gouvernement pratiquement. Je disais à Jacques que démissionner aussi, ça fait partie de la démocratie. Pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à démissionner? Est-ce que vous pouvez commenter un peu cela, M. Assalé Timoko?
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Pourquoi M. Aoussou n'a pas démissionné? Je pense qu'on a la réponse dans ce qui s'est passé avec le vote de la loi sur le mariage. Le PDCI, dans un premier temps, a dit non en commission. Et puis, il y a eu la dissolution du gouvernement. On a dit c'est parce qu'ils ont dit non qu'ils ont dissous le gouvernement. Même si c'était le prétexte pour justifier un acte qui a été un acte de colère. Et puis, finalement, en plénière, alors que M. Didier Madi et M. Wassana Konan, qui est le président du groupe parlementaire PDCI, avait déjà dit qu'un député n'est pas un béni oui, et que même sous Fauboigny à l'époque, les députés disaient non quand ça n'arrangeait pas les Ivoiriens, et que le PDCI allait maintenir son amendement. Et puis on est arrivé au vote, vous avez vu que le PDCI s'est, entre guillemets, détuloté et a voté massivement pour que cette loi passe. Mais vous avez là la raison pour laquelle M. Aoussou a resté au gouvernement pendant 8 mois quand même, il savait qu'il n'avait aucun pouvoir. Parce qu'il représentait une sorte d'intermède entre le président de la République et le président du PDCI. Dans le cas du RHDP, tout est mis en œuvre pour que personne n'assume un éventuel échec de M. Alassane Ouattara. Vous savez que il y a 2 jours de cela, M. Bédi a réuni tous les députés du PDCI. Il a passé le message de ne rien faire pour empêcher M. Ouattara de réaliser son programme, pour ne pas que demain on dise que le PDCI est à la base de l'échec de M. Alassane Ouattara, alors que le PDCI l'a soutenu pour être président. Donc c'est ce qui explique en premier fond le fait que M. Aoussou soit resté pendant 8 mois, quand bien même il savait qu'il n'avait pas les moyens de réussir sa mission. C'est dans le cadre du RHDP, on a dit, tu es en mission pour le PDCI, quoi qu'il va se passer, tant que le BD ne te demande pas de quitter, tu ne bouges pas. Vous voyez, et donc dans ce cadre-là, par respect pour le parti qui l'a envoyé en mission, il n'a pas pu démissionner. Et même quand M. Ouattara a voulu le remplacer, vous savez très bien que M. Bédi s'est encore opposé à ça. Il a dit il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste le Premier ministre. Et puis bon, il se sont pas entendus, finalement il a changé. Mais il ne pouvait pas démissionner parce que il n'était pas là-bas en son nom. Il était là au nom du PDCI et c'est le PDCI qui devait lui demander de se retirer avant qu'il ne se retire. Il y a monsieur chose, je vais vous donner un autre exemple, il y a le cas de monsieur Patrick Hachi qui a été reconduit ministre de l'infrastructure économique, mais nous l'avons révélé, le défenseur national a déjà révélé ça il y a au moins 4 mois de cela, que ce monsieur-là, il ne gère absolument rien dans son ministère. Parce que toutes les structures qui sont sous sa tutelle ont été arrachées et confiées au ministre Gaussou Touré du transport. Ça, c'est l'éléphant national qui a révélé tout ça. Et donc, M. Patrick Hachi, aujourd'hui, il ne gère absolument rien. Pourtant, on l'a reconduit. Et pourquoi on l'a reconduit? Parce que M. Bédi a dit, tu restes au gouvernement. Et donc, le reste au gouvernement, il ne peut pas démissionner. Voilà un peu les pièges dans lesquels les gens se sont mis et pour lesquels ils sont en train tous de se discréditer alors qu'ils pouvaient démissionner et puis se crédibiliser vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai lu quelque part dans un journal que pour pouvoir faire passer la loi sur le mariage, M. Ouattara aurait soudoyé un certain nombre de députés par le truchement de Soro Guillaume. On va même dire jusqu'à dire que chaque député aurait perçu la somme de 2 millions de francs CFA. Est-ce que vous avez connaissance de ce que un deal se serait passé au niveau de l'Assemblée nationale? Ah non, nous n'avons pas connaissance de ce que M. Ouattara aurait soudoyé des députés pour qu'ils votent cette loi. J'allais même dire s'il l'a fait, c'est un acte inutile parce qu'il n'en a même pas besoin. Je suis pas sûr que cette information soit vraie. Les gens, vous savez, aujourd'hui il y a la polémique avec la députée Yasmine Aouyen qui a voté non contre cette loi. Parce que au cours de la réunion que les députés du PDCI ont eu avec le Premier ministre Aoussou, la décision avait été prise de maintenir le vote qui avait été fait en commission. Curieusement, arrivé au niveau de la plénière, les gens ont appelé à voter pour cette loi. Mais ce qui s'est passé, c'est que le PDCI a été menacé. Et ça, c'est la vérité. On leur a dit, ou vous votez cette loi, ou vous quittez le gouvernement. Et comme les gens, vous savez, ils ont fait combien d'années? Depuis 99, ils ont perdu le pouvoir. Nous le disons avec un peu d'ironie, ils ont perdu le pouvoir depuis 99. Ils ont un certain nombre de choses à reconstruire, un certain nombre de biens à récupérer. Et donc, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à rester encore au chômage. Et donc, quand ils ont mis dans la balance le fait que leur présence au gouvernement leur permet certainement de renflouer les caisses de leur parti par rapport aux cotisations que les ministres font, automatiquement, ils ont renversé leur veste. Et donc, c'est ce qui explique qu'ils se soient retournés pour venir voter cette loi. Je ne suis pas sûr qu'ils aient perçu de l'argent pour le faire. C'était même pas nécessaire. À partir du moment où
on les tenait par les postes au gouvernement. Savoir comment, en tant que témoin populaire, parce que sur le terrain, tu vois l'avenir de la Côte d'Ivoire sous le gouvernement Ouattara. Où allons-nous avec ce gouvernement Ouattara? Où va la Côte d'Ivoire? Vous posez une question là qui est extrêmement importante. C'est aussi une question que nous nous posons. Vous savez, on a placé beaucoup d'espoir à M. Alassane Ouattara, et je pense encore aujourd'hui qu'il a les capacités quand même d'apporter beaucoup de choses à ce pays, et que il a vraiment envie d'apporter des choses à ce pays. Mais la préoccupation que nous avons, c'est que nous avons l'impression que ce monsieur ne connaît pas vraiment les hommes avec lesquels il travaille. Et c'est ça qui est la grande inquiétude aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a complètement l'impression qu'il est totalement pris en otage par le parti qui l'a présenté aux élections, c'est-à-dire le RDR, qui a une vision qui, ma foi, est une vision que personne ne comprend. C'est-à-dire que pour eux, la politique consiste à s'accaparer de tout et à ne rien laisser aux autres. Et M. Ouattara, dans ce cadre-là, nous ne comprenons pas qu'il soit aussi amorphe, le terme nous l'utilisons plus dans nos journaux, il soit aussi amorphe devant les actes antidémocratiques qui sont posés par des gens qui sont proches de lui. Et donc la question que vous posez, savoir où va la Côte d'Ivoire, est assez importante parce que pour nous, le premier chantier que M. Ouattara devrait réussir, c'était celui de la réconciliation. Aujourd'hui, la commission qui a été mise en place a pratiquement 2 ans d'existence et dans les faits, cette commission n'a pas pu déployer son programme de travail parce que les moyens ne lui ont pas été donnés. Sans oublier les coups bas qui lui sont faits, ça me permet d'embrayer un peu sur le cadre du dialogue républicain qui a été mis en place par l'ex-premier ministre, qui était un bon cadre de concertation, mais qui a été totalement torpillé par le RDR et qui a fait que ça n'a pas prospéré. Et donc, quand on voit aujourd'hui que les Ivoiriens restent encore divisés, si vous avez suivi la tournée que les artistes ivoiriens ont faite récemment d'un certain nombre de villes de Côte d'Ivoire, ils ont fait des concerts, ça a été financé, je crois, à presque 1 milliard par le président de la République. Mais tous les artistes, quand ils ont été interrogés, les Ivoiriens nous ont dit, nous ne pouvons pas fêter parce que nous avons l'impression que la Côte d'Ivoire appartient à un seul camp. Et la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Et comment voulez-vous qu'on se réconcilie quand tous les jours que Dieu fait, un groupe de personnes sont poursuivis, et leurs droits sont violés et qu'il ne se passe rien. Ça, les artistes sont revenus dessus tous les jours à la télévision au journal des 20h. Et ça nous permet de comprendre que finalement, au bout de 2 ans de présence de M. Ouattara à la Côte d'Ivoire, le vrai chantier de la réconciliation est encore à l'état initial et que on n'avance pas beaucoup. Donc on peut toujours s'interroger, mais où va la Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne regardent pas dans la même direction. Et c'est cela qui est extrêmement inquiétant. Maintenant, en termes même de gouvernabilité, en termes de gouvernance de la Côte d'Ivoire, là également, on s'interroge parce que les valeurs que M. Ouattara a défendues quand il était le Premier ministre de Feu Félix Houphouët-Boigny, la rigue, la condamnation de tout ce qui est gaspillage de l'argent public, des biens publics, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. On se demande bien, est-ce qu'on a encore affaire au même individu que nous avons vu dans les années 90. Madame Noir.